Monsieur Choprat, bonjour et merci d'être avec nous. J'aimerais d'abord avoir votre position, votre réaction par rapport à la mort de Jamal Khashoggi, qui a été tué à l'intérieur du consulat de l'Arabie Saoudite à Istanbul. Évidemment, c'est une mort atroce et on ne peut que la condamner. On ne peut que condamner le fait que rentrer, aller dans un consulat et en ressortir découpé en morceaux et dans d'atroces conditions, c'est évidemment quelque chose qui est innommable et qui ne peut pas être excusé. Donc ma première réaction, c'est l'indignation et l'horreur. Et il est évident qu'il faut connaître toute la vérité sur ce terrible drame. Vous pensez que la position de l'Union européenne aurait dû être une autre, par exemple, convoquer l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Bruxelles. Bruxelles est la capitale de l'Union européenne, ou alors carrément rappeler le chef de la délégation de l'Union européenne à Riyad pour marquer le coup? Moi, vous savez, je suis attaché au fait qu'on puisse établir la vérité sur une affaire. Il est important de prendre le temps de savoir. L'Arabie Saoudite, le Royaume d'Arabie Saoudite a le droit aussi de s'expliquer, de donner des explications. Il y a eu des dysfonctionnements évidemment très graves, de trouver les responsables. Il faut qu'il y ait évidemment une enquête interne, mais je suis assez prudent sur le fait de ne pas très rapidement tirer des conclusions à la place de ceux qui doivent les tirer. Il faut se donner le temps, quand il y a eu quelque chose d'aussi horrible, le temps de l'enquête, le temps de l'investigation pour établir la vérité et ensuite en tirer les conséquences. Je crois que l'Arabie Saoudite a quand même pour l'instant engagé des recherches très précises et désigné un certain nombre de coupables. On va voir ce qu'il va en sortir, évidemment. Et donc, ce que vous êtes en train de me dire là, c'est affirmer ou confirmer en tout cas la division à l'intérieur même de l'Union européenne, de certains États. Je pense à Madame la chancelière allemande, Madame Merkel a suspendu la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Oui. Le président français, Monsieur Macron, lui a donc déclaré qu'il ne voit pas de relation entre cette affaire et donc le commerce avec l'Arabie Saoudite. Et j'ai épinglé un tweet sur votre page. J'ai envie de vous le lire textuellement parce que vous semblez avoir le même avis que M. Macron. Alors, vous disiez, donc, vous écriviez « Je suis totalement d'accord avec cette position. Faudrait-il sacrifier d'importants intérêts industriels au profit des Américains essentiellement? Et en plus, à propos d'un frère musulman, ex-ami de Ben Laden, cette politique de l'émotion et du suivisme est devenue un fléau national. Et les valeurs et les principes de l'Union européenne, monsieur, vous les mettez où? Alors, c'est évidemment une remarque très juste. Je suis, vous savez, de formation, dans ma fibre profonde, un géopolitologue. Un géopolitologue, c'est quelqu'un qui est attaché à la réelle politique, à la réalité des intérêts. Ne nous cachons pas la face, il y a des intérêts économiques, des intérêts industriels très importants pour les pays européens, y compris l'Allemagne, pas seulement la France. Vous savez, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis ou même la Suisse vendent beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. Dans la région, ce sont des États riches qui absorbent une partie de la production industrielle d'armement. Alors, il est évident que je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et que les États peuvent faire n'importe quoi, qu'il faut continuer à vendre des armes, mais il faut résister, à mon avis, à un danger aujourd'hui, c'est la politique de l'émotion. Parce qu'il y a quelque chose d'atroce et d'inacceptable qui s'est produit, il faudrait qu'on mette en péril des relations bilatérales, des relations régionales importantes de coopération avec un État très important qui est l'Arabie Saoudite, qui est certes critiquable à bien des égards, on va en reparler, mais qui est un partenaire important pour la stabilité dans la région, qui est un acteur géopolitique important avec lequel mon pays, la France, effectivement, c'est vrai, a des intérêts importants. Nous avons vendu par exemple des frégates qui jouent un rôle dans la guerre du Yémen. Nous avons Eurofighter, est un avion de combat qui est utilisé aussi par la coalition des pays qui agissent contre les Houthis et l'influence de l'Iran au Yémen. Mais je crois qu'il faut bien distinguer le cas Khashoggi
de la situation générale des armements qui n'ont pas été incriminés en l'espèce. Florence Parly l'a dit, la ministre de la Défense française, les armements français qui sont vendus n'ont rien à voir avec la mort de M. Khashoggi. Donc il faut quand même raison garder et éviter toute politique de l'émotion. Il ne s'agit pas de bafouer nos valeurs européennes, les valeurs nous les défendions, mais pour bien les défendre, il faut résister à l'émotion, à la politique de l'immédiateté et savoir tirer des conclusions justes. Mais parce que vous avez été très loin, que j'ai épinglé ce tweet, vous dites en plus, c'est un ex-ami à Ben Laden et c'est un... Oui, ça n'excuse pas bien sûr le fait de l'avoir assassiné dans des conditions épouvantables, ça va de soi. Ce que je voulais dire, c'est qu'on semble tout d'un coup avoir des États européens qui poussent des cris de vierge effarouchés, mais M. Khashoggi n'est pas non plus quelqu'un de tout à fait démocrate suivant les critères européens actuels. Il a une histoire, M. Khashoggi. Il a été d'ailleurs pour l'Arabie Saoudite un acteur important, même dans les années 80, aux côtés de Ben Laden, en Afghanistan, de la politique d'influence du Royaume d'Arabie Saoudite face à l'Union soviétique. Et puis ensuite, il a joué un rôle de compagnon de route de Ben Laden. Il s'est même ému de la mort de Ben Laden, donc c'est allé assez loin. Alors, on dit qu'il a changé, c'est probable et je crois que tout le monde a le droit de changer et d'évoluer. On peut lui conserver la possibilité d'être devenu un authentique démocrate, mais je voulais simplement rappeler que ceux qui aujourd'hui poussent des cris ont oublié de regarder aussi de qui il s'agit, quel est le profil de Jamal Khashoggi. Je rappelle à nos téléspectateurs qui le savent parce qu'ils sont pour la plupart des arabophones, hein, que Ben Laden était un ami intime à la famille Bush. Vous serez désolidarisé avec la famille Bush sous prétexte qu'elle a été l'amie de Ben Laden? Non, mais il faut pas établir des relations A et B et C, donc D, etc. Les choses fonctionnent différemment. Il est évident que Ben Laden a été un outil aussi de l'influence stratégique américaine, puisque les Américains ont joué avec l'islam radical, l'islamisme fondamentaliste pendant les années 80 et au-delà, on le sait, et que Ben Laden a une histoire aux côtés de M. Khashoggi. Je le répète, moi je fais l'indistinction, je n'excuse pas un crime qui est inacceptable et d'autant plus qui s'est produit à l'intérieur d'un consulat. Il y a des règles de droit international. Je condamne bien sûr ce crime, je dis simplement une chose très claire, c'est qu'il faut établir exactement les responsabilités et jeter immédiatement le discrédit sur le Royaume d'Arabie Saoudite dans l'ensemble ou sur Mohammed Ben Salman en particulier, ça me paraît un peu rapide, un peu facile et ça ne répond pas à la question essentielle qui est aujourd'hui, nous devons trouver entre partenaires économiques, géopolitiques, stratégiques, des modes de fonctionnement communs. Nous ne pouvons pas accepter ce qui s'est passé, mais pour autant, nous ne réagissons pas sur le mode de l'émotion. Comment vous expliquez la division par rapport à ce dossier, mais plus précisément la question de la vente d'armes à l'Arabie Saoudite au sein de l'Union européenne? Mais je vais être un petit peu brutal dans ma réponse, pardonnez-moi, mais nos amis allemands font preuve de beaucoup d'hypocrisie. Je pense que s'ils avaient été placés comme la France les plaçait sur des marchés d'armement dans le Golfe aujourd'hui, ils n'auraient pas réagi comme ça. C'est probablement parce qu'ils ne sont pas dans des positions aussi confortables en termes de vente industrielle d'armement qu'ils veulent précisément stopper leur vente et donc stopper celle des autres. Et il est évident qu'aujourd'hui, il y a une pression qui est faite par nos amis allemands sur les Français pour stopper ces ventes. Ça concerne l'affaire Khashoggi, ça concerne le Yémen, où il y a aussi, et je le condamne, des crimes qui sont commis tout à l'heure de la guerre au Yémen, population civile, mais je le dis maintenant, et de manière très claire et très transparente. Mais je dis attention parce qu'il y a en réalité derrière le masque humanitaire, derrière le masque des beaux principes, toujours beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'intérêts stratégiques, y compris entre les pays européens, entre eux. Quand certains sont en moins bonne position pour vendre des armes, alors tout à coup ils sont contre les ventes d'armes parce qu'en réalité ils sont un peu jaloux que leurs partenaires européens soient en meilleure position pour des appels d'offres ou des ventes d'équipements stratégiques. Est-ce que cette affaire, selon vous, a montré au fond qu'il n'y a pas d'atome crochu entre M. Macron et Mme Merkel? Ça, c'est
Je dirais, vous avez une très bonne question, mais de manière plus générale, il y a une difficulté, je pense, de la part du président Macron aujourd'hui de comprendre que des points de vue en Europe sont différents, que le point de vue de la France n'est pas forcément le point de vue de tous les Européens. Ça risque de renforcer un petit peu un reproche qui nous est fait souvent à nous Français, c'est-à-dire que nous serions un peu arrogants. Et moi, je mets toujours en garde, c'est vrai pour l'Europe centrale d'ailleurs, dans la manière dont le président Macron agit vis-à-vis des pays d'Europe centrale, qui ne sont pas sur les mêmes positions en matière d'immigration ou d'autres sujets. Et c'est vrai sur d'autres dossiers vis-à-vis de l'Allemagne. Moi, ma conception de l'Europe, elle est très claire depuis des années. Je suis profondément européen. Je crois dans la nécessité d'une Europe puissante. Je vous croyais eurosceptique? Non, je suis eurosceptique sur le mode de M. Macron, c'est-à-dire sur le fait de vouloir imposer aux autres une vision qui ne correspond ni à leurs intérêts ni à leurs souhaits. L'Europe que je veux, c'est une Europe qui respecte la diversité des nations, mais qui dépasse aussi les nations. Je ne suis pas un eurosceptique classique ou un souverainiste. Je ne me considère pas comme un souverainiste, ou je suis un souverainiste européen. En cela, je rejoins M. Macron. Mais être souverainiste européen, c'est reconnaître d'une part la nécessité de dépasser les frontières nationales, mais d'autre part la nécessité de respecter les sensibilités nationales, les cultures nationales. Les Allemands ont leur sensibilité, nous avons la nôtre. En matière de vente d'armes, les modes de décision politique ne sont pas les mêmes. Le rôle du Parlement en Allemagne est beaucoup plus important. Le Parlement peut bloquer des ventes d'armes beaucoup plus qu'en France. Vous savez, la France est un régime assez présidentiel et donc les questions de politique étrangère, les questions de défense sont des prérogatives qui restent des prérogatives essentiellement présidentielles et donc il n'y a pas les freins que se voient opposer les Allemands. Par exemple, le département de la Défense allemand, le ministère de la Défense allemand, se voit opposer des freins parlementaires qu'il n'y a pas en France. Je rappelle que le Parlement européen a condamné très fermement ce qui se passe au Yémen, les exactions que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, parce qu'on parle souvent de l'Arabie, mais il y a aussi les Émirats, il y a aussi Bahreïn dans cette guerre, mais on en reviendra tout à l'heure. J'ai envie de sauter du coq à l'âne et vous le savez, le Premier ministre israélien, M. Netanyahou, joue le médiateur auprès de M. Trump afin qu'il maintienne MBS ou Mohammed Ben Salman à son poste actuel, c'est-à-dire l'héritier du trône. Quelle est votre réaction à cette... Alors, on va faire un petit peu, si vous le voulez bien, de géopolitique rapidement. Il est vrai qu'il y a un axe aujourd'hui, on peut l'appeler comme ça, un axe États-Unis, Arabie Saoudite avec Mohammed Ben Salman, MBS, et Israël. Ces trois pays sont assez proches et se retrouvent dans une volonté d'endiguer l'influence de l'Iran dans la région. L'influence de l'Iran qui se fait sentir à la fois sur les communautés chiites arabes des pays sunnites, comme par exemple au Bahreïn, mais aussi dans la minorité chiite d'Arabie saoudite, et puis bien sûr au Yémen avec le soutien aux Houthis. Et il y a cette opposition géopolitique. C'est cette opposition géopolitique aujourd'hui, cette guerre d'influence dans une région très importante entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui produit les secousses et les drames auxquels nous assistons et pour lesquels ce sont toujours, comme toujours, les populations civiles qui payent le prix fort. Des crimes, il y en a certainement, mais il y en a des deux côtés. Et ce n'est pas de ma part une façon de botter en touche de dire ça, mais c'est simplement l'objectivité de reconnaître qu'il y a de la part de la coalition, bien sûr, qui agit. La France, je le rappelle, soutient cette coalition de pays au Yémen pour soutenir un gouvernement qui est un gouvernement légal face aux Houthis soutenus par l'Iran. Mais il y a aussi, de la part des Houthis, malheureusement, je crois, un certain nombre d'utilisations des populations civiles comme bouclier humain ou pour gagner la guerre de l'information, on va mettre en péril la vie des enfants, la vie des populations civiles. Et ça n'est pas acceptable. Pas plus que le fait qu'il y ait un manque de discernement dans les frappes de la part de la coalition. Donc moi, je condamne toutes les actions qui, d'un côté, soit négligent la sécurité des populations civiles, soit de l'autre côté, utilisent les populations civiles pour attirer le regard de la communauté internationale et faire en sorte que celle-ci condamne l'action de la coalition. Et je dis que l'intérêt juste, équilibré des populations civiles, c'est d'avoir l'honnêteté de voir les jeux
les combinaisons des deux côtés dans cette guerre horrible qui produit une situation humanitaire catastrophique, effectivement, avec des millions de gens qui sont aujourd'hui victimes de la famine, qui se retrouvent privés d'eau, privés des choses les plus essentielles pour survivre. Et il est évident que les pays occidentaux en particulier doivent faire le maximum. Les États-Unis se sont engagés sous 30 jours. On va voir le résultat. M. Mattis a dit que le 30 octobre, il a déclaré qu'il donnait aux États-Unis 30 jours pour trouver une solution et en finir avec le martyre de ces populations. Nous allons voir ce qu'il en résulte. J'ai envie de vous poser une question sur le rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, mais je vais d'abord lire un deuxième tweet, et je vous rassure, c'est le dernier. Vous êtes une assidue de mon compte Twitter, décidément. Oui, je suis votre actualité. Merci beaucoup. Et donc, vous disiez, de Varsovie à Vienne, en passant par Budapest et Prague, les Européens de confession juive vivent en toute quiétude parce qu'ils vivent loin du totalitarisme islamique qui s'étend à l'ouest. Donc, ma question est de savoir si ce rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite pourrait éventuellement réduire ou éradiquer l'antisémitisme et dans la région et bien sûr en Europe et en Europe de l'Ouest, puisque vous indiquez qu'en Europe de l'Est, il n'y a pas d'islamisme totalitaire. Non, je ne crois pas que ce rapprochement ait cette fonction. Le rapprochement aujourd'hui entre Israël et l'Arabie Saoudite, il obéit à un impératif stratégique très simple. C'est par rapport à l'Iran, c'est par rapport au risque de reprise d'un éventuel programme nucléaire iranien que Israël et l'Arabie Saoudite sont tous les deux inquiets de la possibilité d'un programme nucléaire iranien et du fait que l'Iran devienne un acteur stratégique majeur dans la région et se sont rapprochés pour ça. Au-delà de ça, je ne vois pas énormément d'affinités. En tout cas, je ne crois pas que l'Arabie Saoudite soit connue pour être un acteur majeur de la lutte contre l'antisémitisme en Europe. Elle aurait aussi beaucoup à faire en matière de maîtrise des associations un peu radicales qu'elle a financées. Et là, je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour l'ensemble des pays du Golfe, puisque j'ai des relations dans tous les pays du Golfe, je leur dis, faites le ménage, faites le nettoyage dans ce que on peut soutenir légitimement des frères de confession musulmane, c'est tout à fait compréhensible et légitime, mais il faut savoir qui on soutient. Quand on soutient des associations dont l'action est plus qu'ambiguë en termes de respect des lois des pays occidentaux ou de respect des règles de la laïcité, il y a beaucoup à dire. C'est vrai pour le Qatar, c'est vrai pour l'Arabie Saoudite, et je crois que ces deux pays en particulier doivent faire le ménage sur les associations, qu'elles soient proches des frères musulmans ou des salafistes, qui sont soutenus par ces pays. Et vous pensez qu'Israël ne peut pas influencer l'Arabie Saoudite de manière à ce qu'elle lève le pied sur sa propagation du wahhabisme en Europe? Écoutez, ce serait une très bonne nouvelle. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments qui permettent de penser ça. Je pense sincèrement que pour l'instant, Israël est un État qui est préoccupé légitimement par sa sécurité dans la région et qui, avec son alliance, on peut parler d'alliance stratégique avec l'Arabie Saoudite, essaie de limiter, d'endiguer l'influence de l'Iran. Après, encore une fois, si cette alliance pouvait amener à des changements plus profonds de comportement et à faire en sorte qu'il y ait dans le soutien à l'islam une vision apaisée, pacifiée de l'islam, de cohabitation pacifique avec des populations juives, chrétiennes, athées, etc., ce serait une très bonne chose, mais on attend effectivement les marques, les démonstrations en ce sens. Donc on a évoqué à plusieurs reprises ici la guerre au Yémen. Vous le disiez aussi, M. Trump a donné un ultimatum à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour mettre fin à cette guerre. D'abord, pourquoi, à votre avis, ce changement de ton de la part de M. Trump? Et de deux, quel serait le rôle de l'Union européenne dans un éventuel processus de paix au Yémen?
Il est évident qu'il y a un enlisement de cette guerre et qui produit les drames que nous connaissons sur le plan des populations civiles. Et il est logique que les États-Unis, la France, l'Union européenne soient des acteurs qui disent à leurs partenaires, leurs amis des Émirats, de l'Arabie saoudite qui sont impliqués dans cette guerre, on ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a pour l'instant pas d'issue visible. Ce sont les populations civiles qui payent au prix fort. Il faut donc trouver des solutions. La seule solution militaire n'a pas fonctionné. Il va donc falloir passer à une option qui est beaucoup plus politique. Et moi, je souhaite que l'Union européenne, en particulier, s'engage plus fortement, politiquement, dans une logique de médiation dans cette guerre pour que les deux parties puissent discuter et qu'on trouve une façon de sortir. Et l'urgence, c'est commencer par alimenter les populations civiles, qu'on puisse accéder, que les ONG puissent accéder plus facilement et apporter l'eau et les éléments essentiels de survie aux populations civiles. Parce que là, c'est dramatique ce qui est en train de se passer et on ne peut pas fermer les yeux, évidemment, sur ça. Et encore une fois, je le dis, sans chercher des coupables faciles. Parce que quand il y a des situations de guerre, c'est très facile de dire que c'est telle et telle puissance qui est responsable de ça. En réalité, une guerre s'est produite parce qu'il y a plusieurs parties qui n'ont pas trouvé de solution pour s'entendre. Donc, toute la question pour ceux qui ne sont pas les belligérants, c'est quel rôle utile ils peuvent jouer pour sortir et trouver une solution, sortir de l'impasse stratégique pour aller vers une solution politique. C'est votre avis, celui de l'Union européenne ou celui de votre pays, la France ? Moi, je crois que mon pays a toujours été une puissance d'équilibre. À ma connaissance, la France a cherché l'équilibre. Elle le montre aussi sur la question de l'Iran. Je disais tout à l'heure que sur le traité, la remise en cause par les États-Unis du traité, la position de la France est claire, c'est qu'elle cherche une solution de paix à travers ces accords de 2015 qu'il faut respecter et que la France n'accepte pas non plus le principe d'extraterritorialité des États-Unis qui bloque systématiquement les projections économiques des pays européens, au nom de quoi les États-Unis pourraient décider à la place des Européens de leurs partenariats économiques également. Vous parliez dans votre tweet de suivisme par rapport aux sanctions à l'encontre de l'Iran. Là, l'Europe va être plus que jamais suiviste. Mais l'Europe, c'est son drame. Vous savez, c'est là que vous voyez que je suis un authentique Européen. Quand je dis que je crois à l'Europe puissance, ça veut dire que je crois à une Europe indépendante, indépendante des États-Unis. Ce qui ne veut pas dire contre les États-Unis. Nous avons un partenariat historique. Les États-Unis sont intervenus 2 fois dans une guerre mondiale dans le bon camp pour nous sortir, pour la 2e fois en tout cas, d'un totalitarisme. Donc ce sont des partenaires importants, mais l'Europe a besoin enfin de marcher seule de façon indépendante. Elle ne peut pas continuer à suivre systématiquement la politique américaine. Alors elle est dans une situation un peu schizophrène. Tout le monde critique Trump, mais on continue à suivre les États-Unis. Donc il y a cette espèce de dichotomie, de séparation qui est faite entre Trump, qui est un peu diabolisé, qui n'est pas très aimé des médias, je dirais, du mainstream médiatique et de la bonne bien-pensance politique européenne. Et puis, on continue à être atlantiste, à suivre les Américains, à accepter le diktat américain sur la question de l'Iran. Moi, je dis que nous devons justement décider par nous-mêmes le rôle de la France et le rôle de l'Union européenne comme acteurs géopolitiques doivent être d'être des acteurs d'équilibre. Nous sommes là pour apporter de la médiation, de l'équilibre et de la paix. Et ça n'est pas en suivant telle ou telle puissance, ni Israël, ni les États-Unis, ni l'Iran, ni l'Arabie saoudite, que nous le ferons. Nous le ferons si nous sommes nous-mêmes fiers de nos valeurs, forts de nos intérêts, parce que nous avons des intérêts, il faut l'assumer aussi. Il ne faut pas faire croire que nous avons que des valeurs généreuses, etc. Bien sûr que les Européens ont des intérêts, parce qu'il y a des millions d'emplois qui sont en face de cela. Une dernière question. Entre l'Iran et l'Arabie saoudite, votre cœur balance
À quel côté? Mais un géopolitologue, il utilise sa raison, il n'utilise pas son cœur. Donc le cœur m'est réservé pour d'autres choses que pour la géopolitique. Vous savez, je dirais que moi, je surveille de près, je suis de près le rôle de l'Iran, que je trouve assez déstabilisateur dans la région du Golfe. L'utilisation des minorités chiites à l'intérieur des pays sunnites n'est pas une bonne chose. Je crois que comme étant attaché à l'identité nationale des pays, je crois qu'il faut au contraire travailler toujours à ce que les communautés d'un même pays s'entendent et non pas instrumentaliser les communautés d'autres pays. Cette politique arabe chiite de la part de l'Iran me paraît assez dangereuse et déstabilisatrice. Ce n'est pas pour autant que j'exonère de toute responsabilité l'Arabie saoudite. J'essaie de regarder ces conflits avec un regard lucide et avec la volonté politique de la paix et de la médiation. Aymeric Choprat, ça a été un plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Partagé. Merci. Merci. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir. Avec moi 2 secondes, je vais faire la même chose en arabe. Très bien. Et vous dites merci en arabe. Je sais que vous savez le dire. D'accord. Choprat. Il faut que je rentre dans la langue. Aymeric Choprat. Choprat. C'est dommage que le P n'existe pas. Ouais, hein. Ça, c'est... Ouais. C'est embêtant. Choprat. Ouais. OK. أيمريك شبرات، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. مشاهدينا، نأتي إلى ختام هذه الحلقة. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء. Parfait.